Ça y est, bah écoute, déjà je te remercie de venir nous présenter ce- ton domaine d'expertise qui est les partenariats pour la R&D. Donc j'imagine que tu vas te présenter avant de lancer l'appel. Absolument, absolument. C'est D'accord. mon premier slide. Donc, bonjour à Vas-y. tout le monde, au public nombreux et à Serge, qui sont la même chose aujourd'hui. Voilà. Donc, Christophe, je vais vous parler voilà, de moi d'abord, et puis de cette problématique qui peut vous concerner, vous intéresser. Donc, moi, je suis un technicien à la base, je suis ingénieur en génie des procédés, génie chimique, et j'ai fait un doctorat à Toulouse, à l'Institut national polytechnique, et je me suis formé au cours de ma carrière aux aspects en particulier de propriété industrielle, puisque ça fait 30 ans que je travaille en fait pour des universités sur le thème du technologie, tech transfert, donc transfert de technologie et de connaissances, essentiellement dans un contexte de recherche privée-publique, mais aussi finalement souvent dans des consortiums où il y a plusieurs entreprises privées et on va voir qu'il y a plusieurs thématiques qui sont similaires. Qu'on soit en partenariat public-privé ou privé-privé, on a des questions tout à fait semblables qui se posent. J'ai toujours été employé par des universités, mais j'ai travaillé aussi beaucoup pour des institutions dont je suis expert pour le Crédit Impôt Recherche, donc pour le ministère en France. Et j'ai aussi euh, conduit des opérations et des expertises pour la Commission européenne, pour la World Bank, d'autres institutions internationales, et dans certains cas pour des entreprises. Voilà. Ce que je fais, c'est que j'évalue souvent des projets d'innovation. J'accompagne aussi ces projets. Je propose aussi des formations et dans certains cas de la médiation. On peut en parler un petit peu. Actuellement, ce que je fais en marge de mon travail académique, c'est donc j'accompagne aussi des jeunes entreprises innovantes, euh, soit dans le cadre de consortiums, notamment au niveau européen, soit dans le cadre de leur développement national. Donc, ça inclut en particulier des négociations de collaboration de recherche et développement. Ça inclut aussi des négociations sur la propriété industrielle, en particulier les licences. Mon domaine d'expertise aujourd'hui que je présente, c'est l'élément finalement stratégique sur la gestion d'un portefeuille de propriété intellectuelle, notamment dans le cadre des partenariats. Voilà, vous avez mes contacts en dessous par WhatsApp ou par téléphone, ça fonctionne bien, et sinon via LinkedIn. Et je pense que Serge mettra aussi un lien vers mon adresse mail. Tout à Alors, fait. on va parler de trois sujets essentiellement. Déjà, peut-être en préambule, on fait quelques hypothèses. C'est que le développement d'entreprises repose, dans beaucoup de cas, sur leur capacité à innover. Alors, innovation, on va la définir de manière très très simple. On va dire c'est quelque chose de nouveau, un service ou un produit qui rencontre un marché. Voilà. Une invention géniale qui n'a aucun utilisateur, aucun marché, aucun intérêt, ben, c'est pas une innovation. Voilà. Donc, l'hypothèse que je fais, c'est que l'innovation peut venir de la recherche. C'est en partie vrai, mais seulement en partie. Et je fais aussi l'hypothèse que je ne discuterai pas aujourd'hui, que l'innovation va générer de la croissance, ce qui est à peu près démontré, et donc du bien-être et du bonheur, ce qui n'est pas du tout démontré, mais on n'a pas aujourd'hui le temps de discuter de ça en détail. Donc, est-ce que l'innovation peut venir des interactions, en particulier entre le secteur public et le secteur privé? On va en discuter un petit peu. Et si c'est le cas, je vais essayer de vous donner quelques éléments sur le cadre des partenariats qui sont à monter dans ce cas-là. Et on va parler de quelques points de friction. Première question. En fait, Serge, si tu veux intervenir à tout moment pour des questions, Ok. fais-le. Sinon, je déroule. Tu m'arrêtes quand tu veux, quoi. Ok. Merci. Alors, bon, il va y avoir quelques éléments en anglais, je suis désolé, mais c'est pas utile de tout lire. Je vais commenter en français très rapidement. Ça, c'est une information assez intéressante qui démythifie ou démystifie un petit peu justement le rôle des collaborations avec la recherche publique dans les sources d'innovation. Alors, ça date un petit peu, ça remonte maintenant à fin 2021, mais ça montre la vision de certaines entreprises sur leurs sources d'innovation, c'est-à-dire d'où les entreprises euh,
euh, trouvent-elles finalement leurs idées pour innover, c'est-à-dire se démarquer de la concurrence essentiellement. Et on voit en fait que c'est pas tout à fait une surprise, mais les chiffres sont quand même assez impressionnants. Il y a beaucoup d'innovations qui viennent de l'intérieur de la boîte elle-même, donc les salariés, les fondateurs d'une boîte. Et puis, on retrouve presque les interactions de, je crois que c'était Schumpeter, ça, qui avait théorisé ça, avec quelles sont les forces qui s'appliquent sur une entreprise. Ben, on va trouver les fournisseurs, on va trouver les clients et on va trouver la compétition, les compétiteurs, donc la concurrence. Et vous voyez que ce sont les trois ou quatre premières sources d'innovation. Ensuite, il y a de l'innovation qui nous est imposée par les standards, c'est-à-dire les normes. Et puis, il va y avoir ce qu'on va trouver dans des conférences, dans des événements publics. Et puis, on va trouver aussi la recherche, mais vraiment en dernière position, recherche privée et recherche publique, et C'est université. c'est assez étonnant, en fait, hein. Oui, alors c'est pas la première fois que j'entends des chiffres comme ça, et donc ça incite à un petit peu de modestie côté recherche publique. Je pense que de toute façon, c'est pas une vérité absolue, ça dépend de quelles entreprises tu interroges. Évidemment, des grosses entreprises qui ont de la recherche interne vont avoir peut-être moins tendance à aller chercher de la compétence externe, quoique, pardon. Et c'est la même chose à l'étranger, par exemple aux États-Unis ou... Alors, là, j'ai pas de référence, notamment aux États-Unis. Je pense que ça, c'était une étude qui était assez orientée Europe, incluant UK, donc Ah, d'accord. la Grande-Bretagne. Ouais. Donc ça, c'était au niveau européen. Je pense que le centre en question, là, il faudra que je vérifie, mais de mémoire, c'était un centre anglais qui avait fait une recherche en Europe. Alors, je pense qu'aux États-Unis, c'est un petit peu différent, notamment, c'est lié en fait aussi aux modalités de financement de ces actions d'innovation. Et on sait par exemple qu'aux États-Unis, malgré une apparence très libérale, énormément d'argent fédéral est mis dans ces développements d'innovation qui incitent justement à travailler en partenariat. C'est un peu l'approche qu'on appelle aussi d'innovation ouverte, où au lieu de tout développer en interne, eh ben, on se met dans des réseaux et on travaille avec des partenaires. Donc ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais c'est un petit peu les raisons pour lesquelles c'est intéressant de travailler quand même en collaboration, notamment avec la recherche publique. Alors, j'ai pris quelques mots-clés rapidement là, c'est que, bon, on imagine que les universités sont source quand même de découvertes et d'idées nouvelles, puisqu'elles ont plus de temps, moins de pression. Donc l'avantage, c'est d'avoir accès à des choses émergentes avant la concurrence, et puis de réduire un petit peu normalement les coûts de développement, puisqu'en fait, quand on travaille avec la recherche publique, on ne paye pas tous les coûts. Il y a une grosse partie qui est prise en charge et qui est parfois masquée par le support public aux universités, aux centres de recherche publics. Donc il y a un aspect de coût qui est important. Et puis on va trouver l'expertise qu'on n'a pas ailleurs, tout simplement, et non seulement des expertises, mais aussi des ressources. Des labos, des équipements, des environnements de tests qu'on ne va pas trouver ailleurs, qui sont très coûteux et qui sont le résultat d'un investissement public en général. Voilà. Donc en fait, quand je regarde les avantages pour une entreprise d'aller travailler avec le public, on va aller chercher des idées, on va gagner du temps parce qu'on fait travailler d'autres gens avec nous ou pour nous. On devrait économiser un petit peu d'argent par rapport à un développement purement interne et on va trouver donc des ressources, qu'elles soient intellectuelles ou très matérielles, équipements, accès à des données, des bases de données aussi, évidemment maintenant avec les modalités de calcul, l'importance des datas et l'importance des calculs, l'IA, tout ça nécessite d'énormes ressources qui sont souvent dans les centres ressources publiques. Et puis on va gagner en réputation et en image parce que c'est un élément de communication. Voilà. Je ne détaille pas, je passe rapidement ça donne accès aussi du financement public. Je pense que vous êtes peut-être familier de ça. En France en particulier, on a quelque chose qui est assez centré autour de BPI France, tous les systèmes de soutien de financement public à l'innovation. Et ça, on y a droit, notamment lorsqu'on collabore avec de la recherche publique. Et puis donc, il y a une question d'image. Et puis, normalement, il y a aussi une capacité de créer de la propriété intellectuelle en commun. Alors, il y a un avantage, c'est qu'on la crée. Il y a un inconvénient, c'est qu'il faut la gérer. Et je vais en parler un petit peu. C'est un des points de friction qu'on peut avoir hein, parfois dans ces collaborations. Et trouver le bon cadre et bien comprendre les objectifs et les limitations de chacun. Voilà. Donc, quand on mène un partenariat, et ça c'est vrai pour
la relation publique-privée, mais c'est vrai aussi dans une relation privée-privée. Je pense que vous l'expérimentez déjà dans vos entreprises. C'est toujours bon de fixer un cadre qui rappelle des choses très simples. C'est quoi l'objectif? On fait une action ensemble, en partenariat. Quel est l'objectif commun et quels sont éventuellement les objectifs de chacun qui peuvent être, si ce n'est divergents, du moins pas toujours exactement euh, confondus. Et en particulier entre le public et le privé, la recherche publique et l'entreprise privée, on va avoir quelques petites différences en termes, par exemple, de diffusion d'informations ou d'exploitation justement de ce qu'on a créé ensemble. Donc, il faut bien définir ses objectifs. On écrit ça en bon français, en disant, voilà ce que moi j'attends de ce partenariat, et voilà le contenu, en particulier en termes de recherche et développement. Donc, il va y avoir un ensemble de tâches qu'il va falloir financer. Donc, il faut bâtir un budget et un plan de financement. Qui paye quoi? Et c'est là où on peut aller chercher de l'argent public. Les deux points qui sont listés en dernier là sont vraiment des points de friction possibles si on ne comprend pas bien les attentes de chacun. Quand on fait un projet comme ça, en général, côté entreprise, on ne veut pas, tant que les résultats sont pas là, communiquer dessus parce qu'on veut garder une avance sur la concurrence. Voilà. Et c'est assez rare qu'on communique sur le détail de ce qu'on fait. On peut communiquer en disant, oh là, j'ai lancé un projet ambitieux dans tel objectif avec tel partenaire prestigieux de la recherche. Ça peut être une modalité de communication, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et en général, dans ce cadre-là, qu'on va formaliser par un contrat, hein, tout simplement, on va écrire qu'il y a des règles très strictes sur qu'est-ce qu'on peut publier ou pas. La recherche publique va avoir besoin de publier parce que c'est comme ça qu'elle est évaluée. C'est comme ça que les chercheurs sont évalués. Donc, il faut mettre des clauses qui cadrent ça. Publication, oui, mais on vérifie qu'il n'y a rien de vital pour l'entreprise, il n'y a rien de gênant de l'entreprise qui va être publié, et donc on met des règles. On sait bien le faire. On connaît ce type de règles, on a une pratique de ça, mais il faut y faire attention. Et le dernier point, c'est la fameuse propriété intellectuelle PI ou IP en anglais, où là, on va devoir parler de quand on crée quelque chose, qui est une création intellectuelle, qui est le résultat de la recherche, qui peut être d'ailleurs intellectuelle et ou matérielle, hein, euh, est-ce qu'on va vouloir protéger ça? Si oui, qui va en être propriétaire et qui aura le droit de l'utiliser, dans quelles conditions? Comment on finance cette protection et comment on défend cette propriété, notamment vis-à-vis de la concurrence? Et ça, ce sont des clauses qu'il faut vraiment discuter. En amont, en général, on fait un accord de principe qu'on appelle un term sheet, dans lequel, là aussi, en bon français, pas de manière juridique, on va écrire ce qu'on veut comme management, comme vie de cette propriété intellectuelle. Et c'est un élément important. Encore une fois, la propriété intellectuelle, ça porte sur les inventions techniques, ça porte aussi sur des logiciels, ça porte sur des données, ça porte sur des méthodes, sur des molécules. Bon, c'est extrêmement vaste. Donc ça, ce sont vraiment les éléments qu'il faut fixer dans un cadre quand vous collaborez. Et c'est vrai dans vos collaborations privées-privées aussi. Ça, c'est Juste, un petit... Oui, bien sûr, je t'en excuse-moi, prie. mais justement, sur tout ce qui est propriété intellectuelle, toi, qu'est-ce que tu constates généralement? C'est que elle est partagée et les entreprises, notamment les startups, arrivent généralement à obtenir une exclusivité ou pas, ou qu'est-ce que tu observes? Alors, il y a plusieurs situations parce que les organismes de recherche publique ne se comportent pas de la même manière avec des grands groupes, avec des PME ou des ETI, donc taille intermédiaire, et certaines startups, notamment celles qui sont créées depuis l'université, donc des spin-offs. Je Mhm. je voulais pas particulièrement aborder le terme spin-off aujourd'hui parce que s'il y a une spin-off dans les auditeurs, on peut en parler spécifiquement, mais j'ai pris plutôt le cas d'une start-up, en tout cas une jeune entreprise qui n'est pas encore très développée, qui est en phase de croissance. Et là, en général, on peut négocier des conditions assez favorables avec des universités parce que c'est dans leur mission aussi de soutenir le développement économique du pays, de la région. Donc, on peut arriver en négociation en jouant sur ce statut de start-up. Alors, ce qu'on dit en général, il y a deux situations. Soit vous êtes dans une entreprise qui a besoin de dans un labo qui semble intéressant, et là, il va falloir faire ce qu'on appelle du licensing in, c'est-à-dire vous allez dire, bah, écoutez, moi, j'ai envie d'utiliser ça chez moi, donnez-moi les droits pour l'utiliser. Alors, ça peut être breveté, ça peut être un copyright sur des logiciels. Donc, en tout cas, vous allez demander une licence. Si vous demandez une licence exclusive, l'organisme public va regarder si vous êtes le bon partenaire pour ça. En gros, si c'est une technologie
top niveau avec un marché mondial dans 20 secteurs différents, il est peu probable que vous ayez une exclusivité mondiale, tout domaine. Mais c'est peut-être pas ça dont vous avez besoin. Peut-être que vous avez besoin d'une licence exclusive dans un domaine particulier, en France, en Europe. Bon, peut-être. Donc, en tout cas, il y a toujours une ouverture à la discussion, à la négociation. Donc, l'exclusivité est tout à fait possible. Dans le cas où vous n'acquérez pas quelque chose qui existe, qui est déjà développé, mais vous développez euh, avec la recherche publique, et donc là, vous allez faire un contrat de développement ou de recherche, et donc là, on va mettre des clauses d'IP. Vous pouvez aussi, dès le début, demander une certaine exclusivité. Ça, c'est tout à fait une pratique. Alors, cette exclusivité va être négociée dans des conditions financières qui vont dépendre effectivement de la vastitude de cette exclusivité. Là aussi, il y a vraiment une ouverture. Il vaut mieux être accompagné pour savoir quel est le vocabulaire, quelles sont les attentes de l'autre côté. Mais ça se fait tout à fait. Voilà. La négociation de l'exclusivité est possible. Sur la propriété intellectuelle, souvent les gens se perdent dans des discussions stériles parce que l'enjeu, c'est pas tant la propriété. Je vais prendre l'exemple d'un brevet. Si j'ai une licence exclusive dans mon domaine pendant 20 ans sur le territoire qui m'intéresse, est-ce que c'est si important que je sois propriétaire du brevet? Je ne crois pas. Parfois, les entreprises insistent parce que c'est plus simple à appréhender. Je vais payer les frais de brevet, donc j'en suis propriétaire. C'est sûr que c'est plus simple. Elles sont parfois conseillées par des juristes ou des spécialistes de propriété industrielle qui peuvent faire cette recommandation. Je comprends la recommandation. Souvent, la pression peut venir aussi d'investisseurs. Vous pouvez avoir des... Mais bon, j'ai compris que les cafards ne vivaient sans investisseurs. Alors, on essaie de vivre sans investisseur, mais parfois on peut ne pas pouvoir s'en passer et on en utilise. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il aime bien que la propriété appartienne à la société, quoi. Voilà. Alors, encore une fois, vu du côté de la recherche publique, si je reprends l'exemple du brevet qui est peut-être plus simple à, à comprendre et à appréhender, euh, si moi je suis représente un labo de recherche publique, que j'ai déposé un brevet sur quelque chose qui est intéressant, euh, si je vends cette propriété, parce que c'est ça, si j'abandonne mes droits sur cette propriété, ça veut dire que je deviens totalement dépendant du nouveau propriétaire qui est donc votre entreprise. Mm. Si ce que j'ai protégé avec ma propriété intellectuelle couvre d'autres secteurs d'activité, d'autres applications et d'autres champs de recherche, quelque part, je cautérise un petit peu ces chemins de valorisation dans des nouvelles applications. Et surtout, je me ferme quand même pas mal la porte à des nouveaux partenariats industriels, parce qu'un nouveau partenaire industriel qui arrive et qui voit que le brevet qui couvre, qui protège les bases du futur projet de développement appartient à une autre entreprise, ben c'est un repoussoir. Donc, cet abandon de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire soit cette cession de notre part de copropriété côté public à l'avantage au bénéfice de l'entreprise, cette cession ne peut être envisagée que dans des cas un peu particuliers avec des critères assez précis. Moi, dans mes universités où je suis passé, j'avais donc une liste assez précise qui me permettait de choisir et de répondre à l'entreprise, oui, je peux te laisser toute la propriété, pleine propriété, ou non, je ne peux pas parce que. Voilà. Donc, ça dépend vraiment du contexte et donc du marché, du secteur considéré, de la zone géographique. euh, et donc, ça Et dépend du plan de développement de l'entreprise. est-ce qu'il y a des avantages justement à laisser la propriété à l'université, enfin en tout cas aux partenaires académiques? Alors, si je suis tout à fait franc, toute copropriété est quand même une source d'emmerde. Bon, la question c'est comment je la gère. Euh, on peut tout à fait imaginer, par exemple, que pour garder l'avantage d'une copropriété qui serait aussi le cofinancement, ça c'est un avantage. Si je suis copropriétaire, je peux demander à l'autre copropriétaire de participer aux frais de brevet. Et vous le savez, bon, dans un pays, c'est pas très cher, mais sitôt qu'on parle d'extension géographique, ça peut monter en dizaines de milliers d'euros, voire en cumuler 50 000 ou 100 000 euros sur un certain nombre d'années. Donc, un des avantages de la copropriété, c'est le cofinancement. Mais on peut tout à fait imaginer de dire, bah, il y a deux copropriétaires, par contre, il y en a un qui s'occupe vraiment de la gestion euh, de cette copropriété, un petit peu comme pour une baraque, hein, pour un appartement. Donc, on pourrait dire, bah, l'université paye une partie des frais, mais c'est l'entreprise qui
a tout le contrôle sur le management de cette propriété industrielle. Attention, gérer une propriété industrielle ou un portefeuille, ça demande des compétences en interne. Alors, bien sûr, il y a des conseils en propriété industrielle, des CPI, en dehors, qui sont un petit peu des avocats spécialistes en pays. Il y en a dans tous les pays. On peut les faire intervenir, on doit les faire intervenir. Ça coûte cher. Euh, Ils peuvent manager pour vous. En tout cas, si vous êtes une petite structure, il peut y avoir un avantage à laisser la gestion, je dirais, au quotidien à l'université si elle est bien équipée pour ça. Donc, c'est un point qu'il faut vérifier. Donc, si elle a un service interne légal ou de tech transfert qui s'occupe de ça avec un budget, des procédures, parce qu'il y a des dates à suivre, c'est quand même une certaine lourdeur. Donc, la copropriété à gérer, elle a des inconvénients et des avantages. Ça dépend de la nature de chaque partenaire. Qui est le mieux équipé pour faire ça et qui a l'argent pour faire ça? Ça Ok. va? Mais par exemple, s'il y a de la contrefaçon, Alors voilà, ça c'est le dernier élément. en Donc, général, ouais. ils remettent ça à l'entreprise, non? Les universités vont rarement au combat, il me semble. Oui, après les PME vont rarement en combat aussi, hein. Bah oui, parce que Donc ça coûte cher. Surtout sur donc le transport. oui, ça coûte cher, c'est compliqué et c'est jamais garanti. Il y a une expression que j'ai entendue hier comme ça, je ne sais plus dans quelle langue c'est, et qui dit en haute mer et devant un tribunal, il faut s'en remettre à Dieu, quoi. Bon, donc, c'est encourageant. C'est le dernier point là, de ma ligne sur la propriété intellectuelle, c'est comment on défend cette propriété intellectuelle. Et ça revient un petit peu à ce qui suit ici, qui est à quoi sert la propriété intellectuelle côté académique, côté donc universitaire et côté industriel. Et effectivement, si je regarde, j'ai des choses qui sont en commun, mais la deuxième ligne pour une entreprise, un des intérêts principaux, c'est de protéger un marché. D'accord? Donc, d'empêcher une compétition, d'empêcher la concurrence d'utiliser. Et si elle utilise malgré tout, effectivement, c'est ce que tu viens de dire, Serge, une situation de contrefaçon. C'est-à-dire, j'ai par exemple un brevet sur une technologie, ou bien j'ai une licence de distribution d'un logiciel et je m'aperçois que quelqu'un a pompé le logiciel et l'utilise sans mon autorisation. Et là, le fait d'avoir de la propriété intellectuelle va me permettre d'afficher vis-à-vis de ma concurrence une menace. Donc, je vais écrire, sûrement avec un courrier d'avocat, aux gens concernés en disant, attention, je vous rappelle que, un, vous êtes censé connaître les droits qui sont protégés, notamment sur un brevet, puisque les brevets sont publiés. Donc, quand j'utilise une technologie, c'est à moi de vérifier ce qu'on appelle freedom to operate, c'est-à-dire ma liberté de faire. Et donc, c'est ma responsabilité en tant qu'utilisateur d'une technologie de vérifier qu'elle est libre de droit et que j'ai bien le droit de la mettre en œuvre. Et je fais ça en vérifiant normalement l'état de l'art et les brevets qui existent, puisque, encore une fois, les brevets sont publics et publiés. Et donc, nul n'est censé ignorer la loi, donc vous êtes aussi censé savoir que si quelque chose est breveté, pour l'utiliser, vous devez demander l'autorisation du propriétaire, ça s'appelle une licence. Et donc, dans ce cas-là, ce courrier qui rappelle ces deux éléments, attention, j'ai de la propriété intellectuelle, attention, je ne vous ai pas donné le droit de l'utiliser, est déjà un élément dissuasif pour le contrefacteur. Euh, Ça, une université sait faire ça, mais en général, c'est vrai qu'elle laisse l'entreprise agir. Alors pourquoi? D'abord parce que normalement l'entreprise est mieux équipée pour faire ça, et puis parce qu'on rentre là dans une relation business. En théorie, donc, une université en tant que propriétaire d'une propriété intellectuelle peut tout à fait agir en contrefaçon. La loi dit en général que si un licencié exclusif existe, qu'il soit copropriétaire ou pas, en fait, il est autorisé aussi à agir en contrefaçon. Donc ça, c'est à déterminer. On peut tout à fait aussi imaginer une action conjointe. Si, par exemple, vous licenciez de la technologie qui vient d'un gros acteur, le CNRS, le CEA, peut-être, ben, il y a un élément dissuasif quand même vis-à-vis des contrefacteurs. Si une PME de l'Aveyron attaque Microsoft en contrefaçon, bon, c'est un peu moins crédible, on va dire ça comme ça. De toute façon, le sujet de la contrefaçon est un sujet complexe parce que il y a des pays dans lesquels on ne va pas aller, clairement. Je ne connais pas d'université, peut-être quelques-unes au niveau mondial. Bon,
encore à voir, capable d'aller lancer des procès en contrefaçon en Chine ou même au Japon. Le contexte aux USA en ce moment est très tendu aussi. Donc, bon, la contrefaçon, il faut en connaître les limites aussi. Ça va demander du temps, de l'énergie. Et l'idéal, c'est de ne pas aller jusqu'au procès, bien sûr, mais de jouer avec cette menace. Et là, c'est bien de le faire si on est une PME, en ayant le soutien d'une institution de recherche reconnue, parce qu'elle peut avoir un support juridique, tout simplement, ou payer des avocats ou des conseils en propriété industrielle. Voilà, donc si je passe rapidement là-dedans, la grosse différence entre le milieu académique et le milieu industriel, c'est que le milieu académique, le milieu universitaire, en fait, n'est pas intéressé par la première fonction de la propriété industrielle, d'un brevet en particulier, qui est d'interdire de faire. D'accord? Quand j'ai un brevet, je peux interdire à n'importe qui de le mettre en œuvre. Pourquoi je fais ça? Parce que moi, en tant qu'entreprise, je me garde le monopole de faire ça. Une université n'a aucun intérêt à interdire. Le but d'une université, c'est que ce qu'elle produit est justement largement utilisé. Et la propriété industrielle sert juste à donner ses droits aux acteurs économiques, hein, puisque les universités n'exploitent jamais directement. Donc c'est ça la grosse différence. Après, il y a des tas de choses qui sont des intérêts communs dans le fait d'avoir de l'IP. Donc, on protège l'investissement qu'on a mis, chacun de notre côté, dans un projet, dans une innovation. On gagne en image, en réputation. C'est une motivation pour nos personnels. Il y a des incitations financières. Donc, voilà, on a des intérêts tout à fait communs sur le fait de développer ou d'utiliser de l'IP ensemble. Voilà. Peut-être un petit mot sur que coûte, ça c'était pour ouvrir la discussion, mais je laisse ça pour une discussion ultérieure. Si vous êtes amené à négocier avec le secteur public une licence, voilà le type de vocabulaire et de situation que vous pouvez rencontrer. Donc, la ligne du temps en haut représente finalement le développement du business, de votre activité qui va être protégée par cette IP, cette propriété intellectuelle. Et en gros, on va vous demander certainement, surtout s'il y a une exclusivité, de payer quelque chose à la signature de la licence. Donc un upfront qui est un peu l'acquisition de l'exclusivité, qui va dépendre de votre capacité à payer, de la taille d'entreprise, du marché, et encore une fois de l'étendue de l'exclusivité en termes géographiques et en termes de domaine business, quoi, de domaine commercial. Euh, il est possible que derrière, bon, le plus classique, c'est ce qui a écrit en bleu en dessous, c'est-à-dire il va y avoir ce qu'on appelle des royalties, typiquement. Voilà. Alors, il peut y avoir plein de subtilités, c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires, c'est payé annuellement, il peut y avoir des, euh, des minima si on est dans une exclusivité. On peut vous demander aussi de reverser une partie si vous sous-licenciez à notre partenaire. Bon, de toute façon, tout ça peut être discuté de manière ouverte, idéalement basé sur un business plan sur lequel vous allez dire, ben moi j'ai envie de ces droits de propriété intellectuelle pour développer tel business, voilà ce que j'attends, en gros en termes de chiffre d'affaires. Et puis, vous pouvez parler de marge et pour essayer d'avoir des royalties qui soient justes. Moi, à titre personnel, je considère toujours que les royalties, c'est le système le plus juste. Vous faites du business, vous gagnez de l'argent, ben, vous en reversez une partie. Voilà. Vous ne faites pas de business, vous ne reversez rien, quoi. Il peut y avoir des milestones, c'est-à-dire des moments particuliers dans un développement technologique ou dans un développement commercial éventuellement liées à vos levées de fonds, éventuellement, ou bien des avancées en termes de protection qui vont générer des paiements supplémentaires. Ça se voit beaucoup dans le domaine des biotech, ça, en particulier. Par exemple, quand on amène un candidat médicament à une phase 2 ou 3, ben, on reverse de l'argent au propriétaire. Bon. Voilà, tout ce qui a marqué en bas, c'est aussi des choses qu'on risque de vous demander, c'est-à-dire justement sur ces histoires de coûts de protection, notamment pour les brevets. On a commencé à en parler. Il va y avoir une négociation sur qui paye ou qui rembourse éventuellement des coûts passés. Et là, on peut vous demander en tant qu'entreprise licenciée exclusive de participer aux coûts passés des brevets. OK? Et ensuite, il faut se mettre d'accord sur qui paye les futurs coûts de protection. Voilà en gros une structure de prix qui vous permet de discuter et de faire des contre-propositions aussi. On peut toujours rediscuter avec des bailleurs de licence
de recherche publique, parce que s'ils sont intelligents, ils savent que ils sont condamnés à trouver un accord avec vous si vous êtes un bon partenaire. Donc, vous devez démontrer que vous êtes un bon partenaire. Et à la fin, je pense qu'il y a de moins en moins de positions intransigeantes et aucun centre de recherche public n'a intérêt à tuer un projet en demandant des conditions déraisonnables ou irréalistes. Voilà. Alors, je pense qu'on est. Ouais, je donne juste un exemple pour terminer là. Ça, c'est un exemple de support. Alors, je suis parti de quelque chose que je propose moi actuellement, hein, enfin que je fais très concrètement avec une entreprise. Donc, moi, je les aide sur l'aspect de la propriété intellectuelle, sur les licences. Donc, c'est de l'aide à la négo et du suivi de licence derrière. Et puis là, bon, il se trouve que c'est une spin-off, il y a des éléments spécifiques entre un équilibre entre le paiement à la licence, des royalties et des prises de part. Dans votre cas, je pense que ça ne s'applique pas. Ensuite, il y a aussi, cette boîte va négocier avec une autre entreprise bien établie sur du co-développement technologique. Donc là, on va parler aussi de co-exclusivité, puisque c'est une répartition là, géographique. L'entreprise qui va faire du co-développement est déjà bien installée aux États-Unis. Donc la PME pour laquelle je travaille, la spin-off pour laquelle je travaille, qui n'est pas encore vraiment une PME, évidemment, a intérêt à avoir un accord équilibré pour atteindre un marché qui, pour le moment, est hors d'atteinte pour elle seule. Donc, on va discuter de clauses de royalties et de propriété et de droits d'exploitation. Ensuite, bon, je les aide aussi dans la relation avec les conseils en propriété industrielle, notamment pour la réflexion sur quels sont les pays sur lesquels il va falloir étendre, notamment au regard de ce que d'autres concurrents ou d'autres partenaires potentiels font. Donc, on a commencé à regarder les brevets en Asie pour certaines entreprises. Bon, le pacte actionnaire, c'est aussi plutôt spécifique spin-off. Et ensuite, ben, je les aide sur toute la recherche de financement, donc des choses que vous connaissez sûrement, Crédit Impôt Recherche, BPI, et puis éventuellement des fonds, puisqu'ils cherchent aussi à lever des fonds plutôt early stage, donc des choses assez en amont. La dernière partie, c'est de les aider dans leur développement de R&D, donc pour de la négo de contrat de recherche partenariale. Et puis pour identification d'acteurs, là, il se trouve que c'est une thématique sur laquelle je suis, moi, expert au niveau européen. Et donc, je vois passer beaucoup de consortiums. Donc, j'ai un accès à plusieurs partenaires industriels dont les thématiques sont assez proches. Donc, je fais de la mise en contact essentiellement. Et ensuite, c'est la responsabilité de chaque entreprise de voir s'ils sont intéressés à collaborer ou pas. Voilà, j'arrête là. Voilà mes contacts et je pense que Serge va les remettre de toute façon. Oui, Euh, voilà, si je je les sors de mettrai là, là. qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai Si tu arrêté le sors de là, partage, c'est bon? Ouais, si tu sors on de est là, bon? on te voit. C'est bon là? C'est bon? Oui, On me oui. voit? Et donc, toi, le support que tu fais, donc il part évidemment de la collaboration avec le public et toute la négo de l'API, etc., etc. La Ouais. gestion aussi éventuellement de la collaboration? Alors oui, dans la gestion, en fait, ça c'est ce que je fais par exemple dans des consortiums européens. En particulier, je travaille pour des partenaires qui sont dans ces consortiums et qui sont en charge de l'exploitation, hein. Et Mhm. donc dans la gestion du partenariat, il y a par exemple des mises à jour assez régulières de l'identification des résultats intéressants et de tableaux assez simples sur qui a fait quoi, donc du coup qui est propriétaire de quoi et qui a besoin de quoi, d'accord, en termes de droit d'exploitation. Et ça, c'est souvent nécessaire. Ça va avec une cartographie des acteurs, parce que quand on est dans un consortium, le consortium il démarre à deux ou trois, hein, mais là c'est plutôt autour d'une demi-douzaine à une dizaine de partenaires. C'est important de savoir dans toute la chaîne de valeur comment se situe chaque partenaire. Et ça, je pense que pour les auditeurs d'aujourd'hui, c'est important. Je veux dire, quand j'ai une boîte, il faut savoir comment je me place quoi, vis-à-vis de mes fournisseurs, etc., de mes clients, bien sûr, des éventuels prescripteurs. Et quand je suis en collaboration, c'est parce que je vais me mettre avec des gens qui vont ajouter à ma chaîne de valeur. Et il faut que je sois capable d'identifier ça pour savoir comment je prends ma propre valeur dans cette chaîne. Et donc ça passe quand même par des accords. Et je l'ai pas dit, mais les accords en particulier sur la propriété industrielle, ils doivent être vraiment écrits. C'est une question légale. C'est-à-dire un accord qui n'est pas écrit est réputé nul.
Ça, c'est important à savoir. Et de toute façon, s'asseoir pour discuter d'un accord, ça veut dire qu'on va lister tous les points vraiment importants. Donc ça, c'est vraiment une étape nécessaire. Et ça, effectivement, dans le management du projet, c'est des choses que je fais, encore une fois, sur cette partie qui est IP et R&D. Je Ok, n'interviens pas vraiment sur la partie commerciale, c'est pas ma compétence. ok, 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 très clair. Et les boîtes, tu les accompagnes n'importe où, tu as une région Ah non, spécifique? non, 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 là, là, je travaille sur l'Europe, quoi, l'ensemble de Ah l'Europe. oui, sur l'Europe, ok. Ouais. Ok, et l'autre point que je voulais, c'était, oui, donc les financements européens, justement. Oui. La gestion, donc toi, tu vas aider, tu vas pas mettre en place un consortium, par contre, tu peux accompagner dans le cadre d'un consortium, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ce que je peux faire, c'est d'abord quand même une première identification des financements possibles, parce qu'il y a quand même sur l'innovation des schémas vraiment dédiés. Et puis c'est une obsession de la Commission européenne, aider alors à deux choses. Effectivement, ce transfert de la très bonne science européenne qui ne se transforme pas aujourd'hui complètement en business par rapport à Mhm. d'autres pays, USA, Israël, etc., Chine. Donc aider à ça, et puis ensuite aider au scale-up, c'est-à-dire changer d'échelle pour les Mhm. jeunes entreprises innovantes qui sont petites, et donc comment on les aide à croître. Et donc là, il y a plusieurs systèmes qui sont plus ou moins amont et qui interviennent à plusieurs niveaux. Ça peut être de la subvention, du cash, ça peut être de l'aide au capital aussi. Et donc en particulier, là, il y a des outils d'un organisme qui s'appelle donc EIC en français, Mhm. EIC, voilà, que tu connais, Serge. Donc ça, c'est vraiment le conseil euh, européen, le conseil pour l'innovation européen. Et donc, il y a plusieurs milliards là, quoi. Il y a vraiment beaucoup d'argent. Ok, euh, et qui est fléché à des degrés différents de maturité d'entreprise, y compris donc vraiment pour du business, quoi. d'accord, ok, Par opposition au programme cadre de R&D qui est encore un peu plus amont, hein. Voilà. ok. Bah écoute, c'était très clair. Voilà. Je te remercie là, pour le partage de tes connaissances. Avec plaisir. Je vais arrêter l'enregistrement. Hop. D'accord.